Hier, Donald Trump a parlé, vous savez, de finalement s'attaquer à la guerre en Iran. Rien de nouveau, je ne sais pas quoi d'autre. Mais il a dit quelque chose de vraiment important pour beaucoup de gens en Iran et en dehors de l'Iran. Il parlait d'envoyer des frappes, de frapper l'Iran, vous voyez. À l'âge de pierre, ouais. Et voici ce qu'il a littéralement dit. Ce soir, nous sommes en bonne voie d'atteindre très prochainement tous les objectifs militaires de l'Amérique. Nous allons les frapper extrêmement fort au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre, là où ils appartiennent. En attendant, les discussions se poursuivent. Le changement de régime n'était pas notre objectif. Nous n'avons jamais parlé de changement de régime, mais un changement de régime a eu lieu, car tous les gens d'origine sont morts. Le nouveau groupe est moins radical et beaucoup plus raisonnable. Oui, ce qu'il fait en ce moment, Andrei, c'est ceci. Voici les nouvelles images qu'il a publiées sur les réseaux sociaux. L'un des plus grands ponts d'Iran, il relie Téhéran et Karaj, 2 grandes villes, et il s'en vante d'une certaine manière, en disant qu'il faut accepter, qu'il faut conclure un accord avec les États-Unis, sinon nous attaquerons et détruirons tout en Iran. Andrei, d'un point de vue militaire ou stratégique, de quoi s'agit-il exactement? Tu sais, quand on affronte une armée, on parle de missiles, de drones, de capacités, des capacités de l'armée. On dirait qu'il s'en prend aux civils. Il est simplement concentré, il l'a dit hier, il va se concentrer sur les civils, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Qu'en penses-tu? D'abord, c'est du désespoir. Les États-Unis ont perdu la guerre, à la fois sur le plan opérationnel et stratégique. Et peu importe la manière dont il essaye de justifier cela, il est désespéré. Il est aussi dément, et il commence à ressembler à un criminel de guerre. Il faut comprendre qu'une fois que l'on fait tomber toutes les apparences, c'est un narcissique qui ne supporte pas le refus. Et il est acculé. Il n'a pas assez d'intégrité ni d'humanité en lui pour réellement mettre fin à cette atrocité. Donc oui, ils continueront à faire ce pourquoi l'armée américaine est connue. Le Vietnam, dois-je rappeler à quelqu'un le Vietnam? Donc en gros, ils ont tué 3 millions de civils là-bas. Bon, d'accord, c'est ce qu'ils font, tu vois. Et je ne sais pas comment l'expliquer autrement, parce qu'il est désespéré. Il n'a aucune porte de sortie. C'est un cadavre politique. Les élections de mi-mandat sont probablement terminées pour le Parti républicain, qui est en soi un parti israélien. Et il est contrôlé par Netanyahou et tous ses groupes sionistes dans son administration. Et même les rumeurs qui circulent maintenant au sujet de Tulsi Gabbard, qui serait écarté de son poste, parce qu'évidemment, quelqu'un des services de renseignement, même s'il n'y a pas beaucoup d'intelligence là-dedans à la base, a essayé de le convaincre de ne pas le faire. Tulsi ferait bien, si elle a encore un peu d'intégrité et d'honneur, de démissionner immédiatement, de remettre sa démission avant d'être expulsée de la manière la plus humiliante. Trump, lui, est en gros, comme on dit, sur la voie de la perdition. Et c'est là qu'ils en sont. Ensuite, ils finiront probablement par faire tuer beaucoup de militaires américains, et bien sûr, ils cachent déjà les chiffres réels, qui sont très élevés en termes de pertes. Donc oui, je ne sais pas ce qui va se passer. Et certaines personnes commencent maintenant à évoquer le 25e amendement et la possibilité qu'il puisse effectivement démissionner. Mais pour lui, c'est une lutte à mort, car évidemment, une fois que certains dossiers seront déclassifiés, quoi qu'il s'y passe, je n'en sais rien, ne vous y trompez pas, enfin, ne me citez pas là-dessus. Mais il est clair qu'il y a toutes sortes de très mauvaises surprises qui l'attendent sur le plan judiciaire, et il pourrait bien finir derrière les barreaux.
À ce stade, c'est totalement un atout israélien. Il est entouré de gens qui sont des cinglés et des incompétents, et il continuera jusqu'à sa destruction complète. Peut-être l'est-il déjà. Il est en train de détruire le pays. Et le monde, tel que nous le connaissions, n'existe plus. Nous avons vu des images provenant des Émirats arabes unis. Il y a des troupes américaines là-bas. Quel est le plan, Andrei? Si nous supposons qu'il envisage quelque chose comme... Je ne sais pas si une invasion terrestre est encore dans son esprit. Il n'en a pas parlé hier, d'ailleurs. Il n'a mentionné aucune forme d'invasion. S'ils vont passer sous terre, s'ils vont chercher, tu sais, c'est plus de 400 sites d'uranium enrichi. Oui. Quel est le chiffre? Comment vois-tu les chiffres d'un point de vue militaire? Eh bien, je veux dire, ne vous y trompez pas. Il y a beaucoup de gens dans l'armée américaine qui continueront à se taper la poitrine en disant « Oh oui, nous allons envoyer des forces spéciales. » Oui, ils enverront peut-être des forces spéciales. Mais encore une fois, ce n'est pas une vraie guerre. Je veux dire, de toute évidence, ces types, eh bien comme toujours avec eux, soyons honnêtes, avec les États-Unis, surtout les troupes au sol, ils tirent toujours les mauvaises leçons de tout. Ils n'ont rien appris du Vietnam. Ils n'ont absolument rien appris de la guerre du Golfe, qui, elle, était une vraie guerre. Et donc, ils continueront à dire, oui, insérons quelques, vous savez, Rangers de la Tour mondiale, ce genre de choses, vous voyez. Alors, ils pourraient tuer quelques personnes là-bas. Mais le problème, c'est que c'est la guerre. C'est différent, d'accord? L'armée américaine n'a jamais connu quelque chose de ce genre, un feu soutenu, sur lequel j'ai écrit 4 livres. Il n'existe pratiquement aucun manuel de terrain dans l'armée américaine qui les prépare à cela. Vous pouvez envoyer toutes les forces spéciales que vous voulez, et toutes sortes d'idées étranges circulent. Mais si vous ne pouvez même pas atteindre la zone de rassemblement, qui sera immédiatement frappée par de sérieux tirs de missiles et de drones, que comptez-vous faire? Vous allez tuer encore plus de membres du personnel américain qui ne sont même pas censés être là. C'est de la folie, une pure folie. Encouragés par une bande de fanboys qui sont passés par l'Afghanistan et ont dit « Oh oui, nous avons vu la mort ». Non, vous ne l'avez pas vu. Quand vous avez un bataillon dans la zone de rassemblement et que vous perdez environ 20 à 25% de votre personnel, tués ou blessés parce que quelques missiles balistiques sont tombés et que les États-Unis n'ont absolument aucune défense aérienne viable, que tout cela n'est que de la camelote, que ferez-vous? Eh bien, ils n'en savent rien. Ils n'ont jamais rien vécu de tel. Écoutez, même depuis la guerre du Vietnam, Hamburger Hill, Khe Sanh et tout le reste. Eh bien, les États-Unis subissaient des pertes là-bas, des morts, y compris parmi les officiers supérieurs. Comme à Khe Sanh, les marines ont perdu leur commandant de base sous le feu ennemi. Mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend quand vous menez une vraie guerre. Ils n'ont rien appris de l'Ukraine. Rien. Zéro. Parce qu'ils vivent dans un univers parallèle. Ils ne regardent pas les données. Ils ne peuvent pas les vérifier et ils se grisent de leurs propres illusions. Et voilà le résultat. Nous avons essentiellement un président absolument inapte à gouverner. En gros, Israël contrôle tout à Washington, D.C. Certes, l'armée israélienne est en train de se faire battre par le Hezbollah. Ils ont perdu un nombre catastrophique de ses forces blindées. Il y a tout un mythe sur leur prétendue supériorité. Mais ce n'est pas le cas. Et puis, soudain, ils se retrouvent face à une vraie guerre. Une guerre contre des forces prêtes à mourir et à se battre, contrairement à ce qu'on a vu en Irak. C'est une culture totalement différente. Et, par conséquent, c'est déjà une catastrophe. S'il veut aggraver la situation en tuant davantage de soldats américains, encore une fois, je ne sais même pas pourquoi ils mourraient.
Mais de toute évidence, même en ce moment, on peut entendre de divers côtés, y compris de la part d'officiers américains, que les troupes savent à peu près pourquoi elles sont là, pour mourir pour Israël. C'est donc le gouvernement le plus corrompu, et enfin, peut-être pas le plus, mais il est certainement l'un des pires présidents de l'histoire des États-Unis. Et ce qu'il fait ici est essentiellement incompréhensible. Et l'Iran? Oui, l'Iran est prêt. Je veux dire, avant-hier, je crois, lors de la célébration de la République islamique en Iran, on voyait M. Pezeshkian et Abbas Araghchi simplement se mêler aux gens dans les rues. 5 millions de volontaires déjà. Comprennent-ils seulement ce que cela signifie? Il y a des gens au Pentagone qui n'arrivent toujours pas à le saisir. Ils sont grisés par leur propre propagande. Ils regardent trop Hollywood, trop de schémas de films. Ils croient pouvoir mener une véritable campagne terrestre. Ils ne le peuvent pas. En réalité, ils ne l'ont jamais pu. Et nous en sommes là. La seule horreur que je ressens, parce que, écoutez, je suis, pour ainsi dire, russo-américain. D'accord? Je vis aux États-Unis, c'est mon pays. C'est de voir que ces pauvres gamins sont en train d'être littéralement bombardés là-dedans. Vous avez vu vous-même ce qui se passe. Ils se cachent dans ces bunkers ou ailleurs pendant que les frappes de missiles iraniennes ont lieu. Ce qui est, vous savez, je ne sais pas ce que fait ce président avec son administration. Nous savons qu'elle sert Israël. Eh bien, Israël lui-même s'est fait, pardonnez-moi l'expression, laminer. J'ai vu récemment des vidéos de Petah Tikva. Il n'y a aucune défense aérienne là-bas. Ils n'ont rien. Les missiles volent librement et détruisent tout. Et donc, ce sont ces imbéciles incompétents qui ont fait tout cela aux États-Unis. Ils l'ont fait à l'Iran, au peuple iranien. Et s'ils pensent que les Iraniens les oublieront, 171 petits-enfants et maintenant un tas de civils, et ils font exploser des pharmacies. Je veux dire, c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Hier, Lindsey Graham était content parce que beaucoup de gens spéculaient que Donald Trump allait déclarer la victoire. Du genre, il va s'en sortir, nous avons réussi. Mais il ne l'a pas fait. Il veut continuer. Je pense, Andrei, que nous devons examiner sur les plans politiques, militaires et économiques ce qu'il essaie d'accomplir. Et qui le conseille? Qui l'aide à suivre ses voies? Est-ce Pete Hegseth? Y a-t-il comprennent réellement la réalité de ce qui se passe? Pas immédiatement. Enfin, je veux dire, il le sent probablement. Il n'est pas très futé, ne vous y trompez pas. Mais comme tout sociopathe dissimulé, il comprend en réalité le chagrin, pour ainsi dire, le ressenti de celui-ci. Et comme je l'ai déjà dit, c'est désormais un cadavre politique. Et Pete Hegseth est un imbécile incompétent, totalement dépourvu de sérieux. D'abord, quiconque passe par le ROTC ne peut pas être considéré comme un véritable cadre militaire. Car devenir officier de cadre et comprendre les choses à un niveau fondamental, ce qu'on appelle le niveau physico-mathématique, demande bien plus. C'est ainsi que fonctionnent les états-majors. L'armée des États-Unis en est dramatiquement dépourvue. Et donc Pete Hegseth, il était en Afghanistan. Ah oui, il sait ce qu'est la vraie guerre. Tu sais, la plus grande menace à laquelle il ait jamais été confronté, c'est une roquette RPG. C'est à peu près tout. Là, on parle d'autre chose. Quand tu as 500 kilos d'explosifs puissants qui tombent à même 100 mètres de toi, c'est fini. Tu subis une commotion d'une telle ampleur que tu es écarté de la vie normale pour le reste de tes jours. Mais ce sont le genre de gens qui se croient invincibles. Ils se sont fait battre par les talibans en Afghanistan et ils pensent encore qu'ils sont bons. Et tu as ces types, surtout des gars comme Charles Q. Brown, l'actuel président des chefs d'état-major interarmés, qui manœuvrent, qui font du CIA, qui couvrent leurs arrières, parce qu'ils comprennent les implications.
Et il se passe là-bas beaucoup de choses que les États-Unis n'ont jamais rencontrées. Et c'est tout un autre sac de nœuds. C'est un sujet pour des stratèges sérieux. Il s'agit ici de la responsabilité judiciaire pour ce qui a été fait, et nous parlons de crimes de guerre. Donc, vous avez ce groupe de personnes, c'est le chaos total. La plupart d'entre eux n'ont aucune idée de ce qu'ils font. La plupart n'ont pas les connaissances nécessaires pour comprendre la situation. Monsieur Kane, par exemple, qui est le président des chefs d'état-major interarmés, est pilote. Je ne pense pas qu'on enseigne vraiment les tactiques sérieuses et les opérations terrestres à l'académie de l'US Air Force, vous voyez. On leur apprend à piloter un avion, mais c'est à peu près tout. Et donc, quand on regarde ces gens-là, ils vivent dans un univers parallèle où l'Amérique a vaincu tout le monde, du Kaiser à Hitler, jusqu'aux extraterrestres de la planète Zoltar qui ont envahi la Terre. Et on retrouve cette mentalité triomphaliste, cette pure idiotie, ancrée dans une grande partie, pas toute, qu'on soit clair, mais une grande partie du corps des officiers, qui ne comprend toujours pas pourquoi ils perdent leur guerre. Eh bien, c'est parce que vous n'êtes pas bon, d'accord? C'est aussi simple que ça. Et ils ne comprennent même pas ce que ça signifie d'avoir 93 millions de personnes, d'un seul élan, prêtes à mourir pour leur pays. Ils n'en ont aucune idée, parce qu'aucun d'entre eux n'a jamais connu la vraie guerre. Il n'y a pas un seul militaire des forces armées des États-Unis qui ait jamais combattu pour sa maison, pour sa femme, pour ses enfants, pour ses biens, pour sa terre, afin qu'elle soit libre. Aucun. Cela n'existe pas. Ils n'ont en réalité ni la capacité émotionnelle ni la capacité intellectuelle de comprendre cela. C'est pourquoi ils croient en leur propre, vous savez, leur propre mythologie. Et par conséquent, nous avons des militaires totalement incompétents qui sortent pour tenter de soutenir des décisions politiques complètement insensées. Vous avez Israël qui est, eh bien, je veux dire, réduit en bouillie sanglante. C'est en somme détruit. Ça va être encore plus détruit jusqu'à ce qu'il soit essentiellement dissous en tant que pays, parce qu'il ne sera plus possible d'y vivre. L'Iran est en train de le marteler jusqu'à une soumission totale. Et maintenant, ces idiots sont entrés dans le sud du Liban et ils perdent, je ne sais pas combien de chars et de véhicules blindés par jour, mais en gros, c'est le Hezbollah qui leur met une raclée. Et nous en sommes là. Cela continuera jusqu'à ce que Trump en soit à court ou qu'il prenne une décision qui transforme les États-Unis en État paria. Et cela finira par se désintégrer, parce que personne ne voudra vivre dans un État terroriste. C'est aussi simple que cela, car la seule chose qu'il est, c'est que l'armée des États-Unis n'a ni les ressources, ni la capacité de mener quoi que ce soit de sérieux en matière d'opérations terrestres combinées. Alors, l'option nucléaire, eh bien peut-être. Il y a les fanatiques religieux qui les entourent. Il y a les sionistes chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont rien à voir avec le christianisme. Ce sont des fanatiques endoctrinés par la Bible de Scofield, prêts à mourir. Eh bien, qu'ils envoient leurs enfants, qu'ils envoient ces hadjis, tous ces fanatiques de l'évangile de la prospérité, toutes ces personnes obsédées par le dispensationalisme et par l'idée qu'Israël est le centre de l'univers, qu'ils envoient leurs enfants là-bas, leurs fils, leurs filles, qu'ils meurent là-bas. André, les États-Unis, après la destruction des radars dans le golfe Persique, ont commencé à utiliser ces AWACS pour envoyer des signaux à Israël. 2 d'entre eux ont déjà été touchés en Arabie Saoudite. Et maintenant, ils parlent d'une nouvelle base en Israël, car il semble qu'ils ne vont pas revenir dans ces États arabes. Comment cela pourrait-il être possible? Construire une nouvelle base en Israël. Cela n'a tout simplement aucun sens. Car de la même manière qu'ils ont détruit ces radars, l'Iran détruira cela aussi.
The way that Iran destroyed these radars is going to destroy those. Tu ne peux pas l'expliquer. Encore une fois, tu ne peux pas dire aux bureaucrates moyens du Pentagone que le Pentagone n'a pas de défense aérienne viable. Il n'a pas non plus de défense antimissile. Et donc, les États-Unis, enfin écoute, tu me connais. Depuis 12 ans, j'écris à ce sujet sur mon blog. J'ai écrit 4 livres. Les États-Unis ne sont même pas de la même génération que les systèmes modernes de défense aérienne. Par exemple, pour te donner un exemple, l'Inde, après l'opération Sindoor, qui était bien sûr cette sérieuse escarmouche entre l'Inde et le Pakistan, la performance du S-400 a été si remarquable que Modi en veut davantage. Eh bien, devinez quoi? Ils ont signé pour davantage. 5 batteries de S-400 destinées à l'Inde, et l'Inde veut aussi le S-500. Les États-Unis n'ont rien qui s'approche même de cette capacité. Rien. Le PAC-3, le Patriot PAC-3, c'est juste, vous savez, une plaisanterie. Et il en va de même pour toute la catégorie d'armements que les États-Unis n'ont tout simplement pas. Ils ne peuvent pas les concevoir, ils ne peuvent pas les fabriquer. Je parle de systèmes de défense aérienne à courte et moyenne portée, qui non seulement défendent l'espace aérien, mais protègent aussi les S-400, S-300 et S-500 de haut niveau contre toutes sortes d'autres menaces. Et ceux-là sont, comme vous le savez probablement déjà, les systèmes Tor M2 et M3, le Pantsir S1 avec toutes ses mises à niveau constantes, et surtout le Buk M1, M2 et maintenant M3. Le Buk M3 est un système de pointe capable d'intercepter des missiles balistiques et des missiles balistiques tactiques et opératifs. Les États-Unis n'ont tout simplement aucune idée de ce type d'armement. Il n'existe pas de catégorie équivalente de cette arme. Elle n'existe pas. Pour la développer, il faut des décennies. Il faut des données tactiques et opérationnelles, et où les États-Unis pourraient-ils les obtenir? Pendant des années, ils recevaient ces absurdités de, vous savez, la clique en Ukraine, qui leur mentait en pleine face. Mais ils y ont cru. Alors maintenant, ils en sont là. Peu importe s'ils déplacent quoi que ce soit en Israël. Cela ne change absolument rien, car ce qu'ils ont maintenant, ce sont des missiles de portée intermédiaire, que l'Iran possède en très grand nombre. Ils disposent même d'un nombre encore plus important de drones à longue portée, capables de parcourir des milliers de kilomètres, vous savez. Donc cela n'a aucune importance. C'est comme essayer de traiter un cancer métastasé, ou même un cancer à un stade précoce, avec un pansement ou des antibiotiques. Je ne sais pas comment ils réfléchissent, mais c'est tout le problème dont j'ai parlé ouvertement dans mon premier livre. Il est sorti au début de 2018, bien qu'il ait été écrit en 2017, que toute la doctrine militaire est en substance une absurdité. Ils peuvent faire certaines choses dans lesquelles les États-Unis ont toujours excellé. Par exemple, les capteurs, qu'ils soient aéroportés ou spatiaux. Oui, les États-Unis sont vraiment très bons dans ce domaine. Ils disposent d'un ensemble orbital très développé, le meilleur au monde, en réalité. Mais à part cela, oui, les AWACS, et alors? Je veux dire, il faut bien faire atterrir cet AWACS quelque part, non? Le E-3 Sentry. Où l'atterrir? Vous ne le ferez pas atterrir sur des pistes en Israël. Cela ne changerait rien. Elle serait détruite, comme cela s'est déjà produit, que ce soit en Arabie Saoudite ou en Israël. Aucune différence. Absolument aucune. Nous vivons dans la réalité de 2026, à une époque où l'on dispose de systèmes de navigation inertielle extrêmement performants, gyroscopes à laser et autres dispositifs du même genre, avec une puissance de calcul suffisante pour permettre, même en navigation à l'estime, de fonctionner efficacement. Oubliez la reconnaissance, le guidage et le ciblage supplémentaires obtenus, par exemple, grâce à certains capteurs. Nous ne savons même pas quel type de capteur se trouve sur ces ogives iraniennes. De toute évidence, elles possèdent un canal optronique, vous savez, puisqu'elles peuvent désormais manœuvrer.
Alors, que puis-je dire? Bonne chance. What can I say? Good luck.